Le 11 décembre 1972, 3 hommes sont sortis d'une capsule flottant dans l'océan Pacifique. Et sans que personne ne s'en rende pleinement compte à l'époque, le premier chapitre de l'exploration lunaire par l'humanité s'est discrètement refermé. Personne n'avait prévu ce qui allait suivre, une période de 53 ans, durant laquelle toutes les missions spatiales rudimentaires sont restées à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Toute une génération est née, a grandi et a commencé à élever ses propres enfants dans l'intervalle entre ce dernier amérissage et celui-ci. Cet écart est révolu. Le 1er avril 2026, le système de lancement spatial a décollé du pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy. À bord du vaisseau spatial Orion baptisé Integrity, 4 astronautes ont quitté l'orbite terrestre pour la première fois depuis Apollo 17. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Victor Glover est devenu la première personne de couleur à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Christina Koch, la première femme, Jeremy Hansen, le premier Canadien. Reed Wiseman, la personne la plus âgée à l'avoir fait. Chacun de ces records a été enregistré lors de la même mission. Cette vidéo décrit étape par étape ce que ces 4 personnes ont vécu et ce qui les attend encore, depuis le démarrage des moteurs, jusqu'au moment où le bouclier thermique sera mis à rude épreuve sur le chemin du retour. Car la réalité de cette mission est plus étrange, plus claustrophobe et plus dangereuse que ne le laissent entendre la plupart des reportages. L'équipage a passé les jours précédant le lancement en quarantaine, isolés de leur famille, subissant des contrôles médicaux quotidiens, suivant un horaire de sommeil et un plan nutritionnel conçu au milligramme près. L'objectif est de s'assurer qu'ils arrivent le jour du lancement parfaitement hydratés, parfaitement reposés et sans aucune maladie susceptible de compromettre une mission de 10 jours, sans possibilité de remplacement de l'équipage. Avant d'embarquer, les 4 membres d'équipage signent l'intérieur de la salle blanche, l'espace clos situé au bout de la passerelle d'accès de l'équipage, en haut de la tour de lancement. C'est une tradition qui remonte au programme Gemini des années 1960, et la pièce était restée blanche depuis lors en son honneur. Ils ont ensuite enfilé des combinaisons de survie orange Orion, des vêtements pressurisés conçus comme des canaux de sauvetage portables, destinés à les maintenir en vie si la cabine perd de la pression pendant l'ascension. Ils sont encombrants, rigides et inconfortables. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est un choix de conception. Le Space Launch System mesure 322 pieds de haut et pesait 5,75 millions de livres au décollage. Plus haute que la Statue de la Liberté, environ 8 fois plus lourde qu'un 747 à pleine charge. À sa base, 2 propulseurs d'appoint à propergol solide et 4 moteurs RS-25, la même technologie de base qui a fait voler la navette spatiale pendant 30 ans, reconstruite et recertifiée pour un véhicule pour lequel elle n'avait jamais été conçue à l'origine. Ensemble, ils produisaient une poussée de 8,8 millions de livres, soit 15% de plus que la Saturn V. 4 adultes dans une cabine pressurisée d'environ 330 pieds cubes, le volume de 2 mini-fourgonnettes. Cela représente environ 60% d'espace en plus que ce que le module de commande Apollo offrait à ses équipages de 3 personnes. Répartir entre 4 personnes au lieu de 3. Les calculs cessent de paraître généreux. Avant le lancement, Christina Koch avait déclaré qu'elle comptait sur la microgravité pour donner l'impression que l'espace était plus grand une fois en apesanteur. Elle allait en avoir besoin. Lorsque les propulseurs se sont allumés, l'équipage a ressenti une force d'environ 3 G qui les a plaqués contre leur siège. 3 fois la force de gravité. L'ancienne astronaute Wendy Lawrence a décrit la sensation du lancement d'une navette spatiale comme celle d'avoir quelqu'un assis sur la poitrine. Une force si intense qu'elle ne pouvait pas lever le bras devant son visage. Le SLS est plus puissant que la navette spatiale. Le poids des membres d'équipage était 3 fois supérieur à leur poids habituel. Respirer devient un travail. Déménager est quasiment impossible. Les vibrations des réhausseurs rigides ne se transmettèrent pas au siège. Il a circulé à travers les os. Une secousse structurelle profonde qui n'a pas faibli pendant 2 bonnes minutes. Puis, les propulseurs ont brûlé et se sont séparés. Le trajet s'est considérablement amélioré. Les moteurs RS-25 les ont transportés jusqu'à la destination finale
et environ 8 minutes après le décollage, les moteurs principaux se sont coupés. Le silence fut immédiat. Des crayons flottaient hors des poches, des mains se levaient des genoux. Tout objet non sanglé était délicatement soulevé de la surface sur laquelle il reposait. L'intégrité était en orbite. Les 4 panneaux solaires se sont déployés, donnant au vaisseau spatial une envergure d'environ 19 mètres. Et pour la première fois, l'équipage pouvait observer la planète en contrebas par les hublots. Orion possède 4 hublots, petits mais fonctionnels. Et depuis leur altitude, la courbure de la Terre est indéniable. La fine ligne bleue de l'atmosphère, à peine visible sur fonte noire, est la seule chose qui sépare 8 milliards d'êtres humains du vide. Une fois en orbite, la mission est entrée dans une phase de vérification minutieuse. L'équipage et le centre de contrôle de mission ont examiné un par un chaque système du vaisseau spatial. Système de survie, propulsion, navigation, communication, contrôle thermique. Car, une fois qu'ils s'engagent sur la Lune, il n'y a pas de station spatiale à laquelle s'amarrer, ni de véhicule de sauvetage à portée. Si quelque chose ne va pas avec le vaisseau spatial, c'est le moment de le détecter. C'est également là que Victor Glover a piloté Orion manuellement, les mains sur les commandes, les yeux rivés sur les instruments, en train d'effectuer des manœuvres de proximité à l'aide des propulseurs des modules de service européens. Tester que l'équipage peut guider précisément ce véhicule à travers les procédures qu'exigeront les missions futures. Approche d'une cible d'amarrage, repositionnement près d'une surface, pas de pilotage automatique, pas de simulation. Véritable traitement de données dans l'espace lointain, avec des personnes à bord pour la première fois. Le module de service européen, construit par Airbus pour l'Agence spatiale européenne et boulonné à l'arrière d'Orion, abrite le système de propulsion, génère de l'énergie électrique grâce à 4 panneaux solaires, gère le contrôle thermique et stocke l'eau et les gaz qui maintiennent l'équipage en vie. Sans cela, Orion n'est qu'une capsule. Avec ça, c'est un véhicule spatial fonctionnel pour les missions lointaines. Puis vint la combustion par injection translunaire. 5 minutes et 55 secondes de tir ont permis d'accélérer l'intégrité jusqu'à la vitesse nécessaire pour se libérer du pôle gravitationnel terrestre. Pour la première fois depuis Apollo 17 en 1972, des êtres humains ont quitté l'orbite terrestre. Après cette combustion, l'étage supérieur s'est séparé. 4 personnes dans une capsule, à environ 240 000 miles de leur destination, transportées uniquement par l'inertie. La trajectoire de retour libre est la seule éventualité. Même sans autre allumage du moteur, la gravité de la Lune les redirigera vers la Terre. Ce n'est pas un plan de secours rassurant. C'est le seul. À mesure que la Terre se rétrécit derrière eux, leur maison, à chaque heure qui passe, devient un peu plus petite dans la fenêtre. Le délai de communication avec Houston s'allonge également. Pas de beaucoup sur cette mission, environ 1,3 secondes dans chaque sens à distance lunaire, mais suffisamment pour que la conversation paraisse légèrement décalée. Dire quelque chose. Attendez. La réponse arrive avec un léger retard. C'est un petit rappel constant que vous êtes vraiment loin de tout. Koch et Hansen ont rangé leurs chaussons de marche qui se trouvaient sur leur siège et ont replié une partie de leur équipement afin de gagner un maximum d'espace de vie. Les toilettes occupent environ 5 pieds cubes sous le plancher, près de la trappe principale. Un rideau assure l'intimité, ce qui est important quand l'un de vos coéquipiers mesure 1,88 et que la salle de bain a la taille d'un placard. L'urine est évacuée dans l'espace. Les déchets solides sont emballés dans des sacs et stockés en vue de leur retour à domicile. Il n'y a pas de recyclage de l'eau pour cette mission. Chaque goutte consommée par l'équipage était chargée avant le lancement. Les aliments proviennent de sachets. Un chauffe-plat de la taille d'une mallette permet de réchauffer certains aliments. La plupart des repas sont pris à température ambiante dans la cabine. Le menu comprend du brisket de bœuf barbecue, du chou-fleur, de la courge butternut, des macaronis au fromage, des crevettes, des tortillas, des noix, des biscuits et du chocolat. Jeremy Hansen a emballé des produits à base d'érable et du saumon en provenance du Canada. Il n'y a ni réfrigérateur, ni four, ni table. Vous pressez les aliments hors d'un sachet. Vous ramassez les miettes qui flottent avant qu'elles ne tombent dans un filtre à air.
et vous les rincez à l'aide d'un distributeur d'eau sous pression. Le sommeil est programmé à raison de 8 heures par période de repos, sauf le premier jour, très court, où l'équipage se repose par roulement. Tous les 4 dorment simultanément pendant la majeure partie de la mission, dans des sacs de couchage en forme de hamac attachés aux parois de la capsule. Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de porte qui ferme, à part le rideau des toilettes. Le système de maintien en vie ne s'arrête jamais. Ventilateur assurant la circulation de l'oxygène, l'élimination du dioxyde de carbone et la régulation de la température du bouchon. On dirait une machine. Et c'est elle qui les maintient en vie. L'exercice dure 30 minutes par jour sur un appareil de résistance à volant d'inertie installé sous la trappe latérale. Il permet de soulever jusqu'à 400 TNLB, 181 kg, pour des squats, des soulevés de terre et des tirages. La Station spatiale internationale dispose d'appareils de musculation dédiés, pesant plus de 4000 livres et occupant un volume de 850 pieds cubes. Pendant 10 jours en microgravité, le volant d'inertie suffit à ralentir la perte musculaire et osseuse qui commence presque immédiatement en apesanteur. Pour les missions plus longues, ce ne serait pas le cas. L'hygiène est réduite au strict minimum. Pas de douche, de lingettes humides, de savon liquide, de shampoing sec. Les trousses d'hygiène personnelle comprennent des brosses à dents, des rasoirs et une brosse à cheveux. Tout se passe près des toilettes. Brossez-vous les dents, avalez le dentifrice ou crachez-le dans une lingette. Passez. L'intimité est un luxe. Ce vaisseau spatial ne propose pas cette fonctionnalité. Les communications avec la Terre s'effectuent via des microphones portables, des casques d'écoute et un système permettant les appels vidéo avec le centre de contrôle de mission et les familles. L'équipage dispose également de tablettes et d'ordinateurs portables sur lesquels sont chargées les procédures et notamment les contenus de divertissement qu'ils ont choisis avant le lancement. Personne à la NASA n'a confirmé le contenu de la playlist. Il est presque certain que quelqu'un de cet équipage a emporté un film se déroulant dans l'espace, car les astronautes sont exactement le genre de personnes qui regardent un film spatial alors qu'ils sont réellement dans l'espace. Flottant près du tableau de bord se trouve Rise, une petite mascotte en peluche conçue par Lucas Yeh, un garçon de 8 ans originaire de Mountain View, en Californie. Sélectionnée parmi plus de 2600 candidatures, elle représente la Lune portant la Terre comme une casquette de baseball, un hommage à la photographie du lever de Terre, prise par Apollo 8. Lorsque l'objet apparaît dans le cadre et que des images en apesanteur sont prises à l'intérieur de la capsule, cela confirme que l'équipage se trouve dans l'espace lointain. Avant d'aborder le survol lunaire, il y a un détail concernant cette mission que la plupart des médias ont passé sous silence. Et c'est pourtant le fait technique le plus important de tout le programme. Après le vol d'essai sans équipage d'Artemis 1 en 2022, la capsule est rentrée sur Terre et tout semblait normal de l'extérieur. Amérissage réussi, tous les systèmes fonctionnels d'après les mesures visibles. Mission accomplie sans problème. Les ingénieurs ont ensuite retiré les panneaux de protection thermique. Le matériau ablatif AFCO, conçu pour se carboniser et brûler de manière contrôlée lors de la rentrée atmosphérique, en emportant avec lui de l'énergie thermique, s'était brisé en morceaux. Plus de 100 sites ont signalé des pertes de matériel inattendues. 4 boulons de séparation avaient partiellement brûlé leur barrière thermique, laissant de profonds sillons d'érosion, là où il aurait dû y avoir des lignes de carbonisation nettes. L'enquête a permis d'identifier la cause, la trajectoire de rentrée par saut. Lors d'un saut spatial, la capsule pénètre dans l'atmosphère, décélère partiellement, rebondit dans l'espace, puis y rentre une seconde fois. Durant cette pause, la chaleur s'est accumulée à l'intérieur du revêtement AVC plus rapidement que le matériau ne pouvait évacuer les gaz qu'il générait. La pression s'est accumulée, le matériau s'est fracturé et des fragments ont été éjectés. Les essais au sol n'avaient pas permis de le détecter, car les installations utilisaient des taux de chauffage du matériau plus élevés que ceux auxquels le vaisseau spatial a réellement été soumis. À ces taux, l'ablation s'est déroulée normalement. La charge thermique modérée et soutenue de la pose, la température plus basse et la durée plus longue constituaient le mode de défaillance spécifique. Aucun test n'a été reproduit. La solution de la NASA
permet de maintenir le manteau en place et de modifier la trajectoire. Pour cette mission, Orion emprunte un chemin direct et plus escarpé. Une descente continue. La pause thermique est éliminée. L'ablation se déroule sans interruption. En contrepartie, l'équipage subira des forces G plus élevées lors de la rentrée atmosphérique, car le freinage se produit plus rapidement. L'équipe a tout examiné. Le rapport d'enquête, les photographies, le dossier technique justifiant la réparation. Ils ont quand même lancé le projet. Après 4 jours de navigation, la Lune remplit les fenêtres. C'est à ce moment que la mission passe d'un test d'ingénierie à quelque chose de plus difficile à quantifier. 4 personnes contemplent la face cachée de la Lune de leurs propres yeux. Une vue qu'aucun équipage humain n'a eue depuis 1972. À sa distance maximale, Integrity atteint 407 000 km de la Terre, la distance la plus longue jamais parcourue par un être humain. Le précédent record était détenu par Apollo 13, qui avait parcouru 255 miles en 1950, non pas intentionnellement, mais lors de l'assistance gravitationnelle d'urgence qui a ramené sur Terre un vaisseau spatial endommagé. Artemis II la dépasse d'environ 4100 certes intentionnellement. Orion passe à environ 4500 mètres au-delà de la face cachée de la Lune. À cette distance, la Terre apparaît par les fenêtres comme un petit disque bleu, suffisamment petit pour être recouvert par le pouce tendu. Tous ceux qui ont jamais vécu, chaque ville, chaque océan, chaque personne vivante ou morte, réduit à un simple bout de doigt. Les astronautes d'Apollo 8 ont décrit cette solitude comme la plus profonde qu'ils aient jamais connue. L'équipage d'Artemis II a voyagé encore plus loin. La face cachée est géologiquement distincte de l'hémisphère que nous voyons toujours. Croûte plus épaisse et plus cratérisée, sans aucune des plaines volcaniques sombres visibles depuis la Terre. L'équipe photographie la zone de manière systématique et recueille des données qui alimentent directement la planification d'Artemis III et des missions suivantes. Lorsque l'intégrité passe derrière la Lune, toutes les communications sont interrompues pendant environ 40 minutes. La Lune bloque physiquement tous les signaux. Aucune nouvelle de Houston, aucune donnée télémétrique. L'équipage opère entièrement de manière autonome jusqu'à ce qu'Orion ait dépassé la face cachée et que le contact soit rétabli. Dès l'instant où Integrity a traversé la magnétosphère terrestre, l'environnement radiatif a complètement changé. En orbite terrestre basse, le champ magnétique de la planète dévie la plupart des particules de haute énergie. Au-delà de cela, 2 menaces principales subsistent. Les particules énergétiques solaires continues provenant du Soleil et les rayons cosmiques galactiques. Des noyaux atomiques accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, par une supernova lointaine traversant les parois du vaisseau spatial et les corps des membres d'équipage. Si un événement majeur d'éruption solaire se produit pendant la mission, l'équipage se réfugie près des toilettes où des conteneurs d'eau empilés et des zones de stockage de déchets fournissent une masse de protection supplémentaire. Pendant les 40 minutes de coupure des communications côté Atlantique, aucun avertissement venant de la Terre ne peut leur parvenir. Ils détecteraient l'événement grâce aux instruments de bord et le géreraient entièrement de manière autonome. L'équipe de la NASA chargée de la météorologie spatiale surveille le Soleil en continu tout au long du vol, mais la météo spatiale ne suit pas d'horaire fixe. Orion transporte également la charge utile Avatar, des cellules de moelle osseuse, dérivées d'échantillons de sang prélevés sur les membres d'équipage, afin d'étudier comment le système immunitaire humain réagit aux radiations de l'espace lointain et à la microgravité. Ces données alimentent directement la conception des systèmes de protection des équipages pour les missions futures de longue durée, où le volant d'inertie et les lingettes humides ne suffiront pas. Après le survol, c'est la gravité de la Lune qui fait l'essentiel du travail. Integrity effectue une rotation complète, reprend de l'élan gravitationnel et entame son voyage de retour vers la Terre qui durera entre 4 et 5 jours. Durant le voyage de retour, l'équipage continue de surveiller les systèmes, d'effectuer des contrôles médicaux et de documenter son expérience. Ils offrent également quelque chose qu'aucune simulation, ni aucun test sans équipage ne peut reproduire.
Retour d'informations humains en temps réel sur les performances d'Orion dans l'espace lointain avec des personnes à bord. Comment se stabilise la température dans la cabine après 5 jours? Les sacs de couchage assurent-ils la stabilité de l'équipage ou y a-t-il une dérive? Le système d'épuration du dioxyde de carbone maintient-il une qualité d'air suffisamment bonne pour permettre de résoudre un problème technique à 3 heures du matin le 7e jour? Ce sont des questions dont les réponses n'existent qu'après qu'un équipage humain ait vécu dans la machine. À mesure que la Terre grossit dans les fenêtres, l'équipage commence à se préparer pour la phase de la mission, qui a suscité plus d'examens techniques que tout autre. Integrity atteint le sommet de l'atmosphère à environ 25 000 mph, Mach 32. À cette vitesse, les molécules d'air se compriment si violemment devant la capsule qu'elles forment une gaine de plasma surchauffé atteignant environ 5000 degrés Kelvin, soit environ la moitié de la température de surface du Soleil. Le revêtement AFC absorbe cette énergie, se carbonise et brûle de manière contrôlée, emportant avec lui la charge thermique. Quelques centimètres de résine technique séparent l'équipe de l'incinération. De l'autre côté de cette couche de matériaux, les astronautes sont censés bénéficier d'une température confortable dans la cabine. C'est la marge de manœuvre dont ils disposent. À l'intérieur de la capsule, la force était générée progressivement. D'abord une légère traction, puis une poussée régulière, puis un poids écrasant. À mesure que la décélération augmente, les corps des membres d'équipage deviennent de plus en plus lourds. Respirer nécessite un effort volontaire. Les vitres s'illuminent d'abord en orange, puis en blanc, tandis que le plasma enveloppe la capsule. Les communications sont totalement interrompues, le gaz ionisé bloquant complètement tous les signaux radio. Pendant plusieurs minutes, l'équipage d'Aramis est totalement injoignable. Aucune voix de Houston, aucune télémétrie, seulement la chaleur, la pression et le bruit d'un vaisseau spatial traversant l'atmosphère, à une vitesse à laquelle aucun être humain n'a survécu avant ce vol. Lorsque la capsule ralentit en dessous des vitesses supersoniques, les parachutes de freinage se déploient, la ramenant à une altitude de descente stable. Puis, 3 parachutes principaux se déploient au-dessus de l'océan Pacifique, près de San Diego. La capsule se balance sous eux et descend vers l'eau. L'atterrissage est brutal, pas doux. La capsule heurte la surface de l'océan avec fermeté et flotte au gré des vagues. Une équipe de récupération de la marine américaine, à bord d'un navire de transport amphibie de classe San Antonio, intervient immédiatement. Les plongeurs entrent dans l'eau, fixent des colliers de flottaison et des lignes de remorquage. Puis la capsule est hissée à bord à l'aide d'un treuil. La trappe s'ouvre. 4 personnes respirent de l'air extérieur pour la première fois en 10 jours. Leurs jambes leur paraîtront instables. Leur sens de l'équilibre sera perturbé. 10 jours en microgravité altèrent la compréhension, par le système vestibulaire, de ce que signifie la gravité. Et même se tenir debout exige de la concentration, le temps que leurs oreilles internes se recalibrent, dans un monde où le bas redevient une direction fixe. 685 000 milles, 10 jours, un vaisseau spatial de la taille de 2 minivans. 4 personnes qui avaient consommé des crevettes réhydratées en sachet ont dormi attachées à un mur. Ils s'entraînaient avec un appareil de résistance boulonné au sol, se nettoyaient avec des lingettes humides et regardaient par leurs fenêtres la face cachée de la Lune. La Terre entière réduite à un disque recouvrable par un pouce, et rentraient chez eux en faisant confiance à un bouclier thermique qui s'était fissuré lors du dernier test. Ce n'est pas un échec d'ingénierie. Voilà la réalité de ce qu'implique réellement l'exploration. Nous ne allons pas sur la Lune parce que c'est sans danger. Nous ne l'avons jamais fait. Apollo 13 l'a prouvé en 1970. 3 hommes ont survécu grâce à l'improvisation et de justesse. La Columbie et Challenger l'ont prouvé de la manière la plus douloureuse qui soit. Chaque mission rudimentaire au-delà de l'orbite terrestre est un pari calculé. Analyse exhaustive, planification méticuleuse, bâtie sur la conviction que la conception technique tiendra le coup. Les calculs sont corrects, et les matériaux se comporteront comme prévu par les modèles. Artemis II est vraiment mauvais, conçu en pleine connaissance de ce qui avait cassé la dernière fois et avec la conviction que la solution est la bonne. 4 personnes y ont mis leur vie en jeu, et elles le savaient mieux que quiconque.
Ils avaient vu les photos du bouclier thermique fracturé, assisté au briefing, posé toutes les questions difficiles possibles, et ils avaient décidé d'y aller quand même. À leur retour, si le bouclier anti-atomique tient bon, si les parachutes se déploient, si l'océan les réceptionne correctement, ils auront ouvert une porte restée fermée depuis 1972. Pas la porte de la Lune. Nous l'avons ouvert il y a longtemps. La porte du retour. Artemis II a éloigné les humains de la Terre, plus que toute autre mission, depuis un demi-siècle. Mais il existe un vaisseau spatial parti bien avant que quiconque de cet équipage ne pense à la Lune, et qui se déplace encore actuellement dans l'espace interstellaire. Observez jusqu'où ira voyager, car ce voyage permettra de relativiser même celui-ci.